pourquoi et comment réduire le temps d'un arc dans ces applications plasma. Alors ma présentation d'aujourd'hui concerne le projet de recherche Plasmagène qui a lieu depuis 2 ans au sein de la Haute École en Hainaut et qui a profité d'un financement FRHE. Alors, en guise d'introduction, je vais partir d'un postulat. Les films minces sont omniprésents dans notre société aujourd'hui et ça peut être intéressant de définir à ce stade c'est quoi un film mince. Alors, un film mince, c'est un matériau solide qu'on vient déposer sur un substrat de forme quelconque, et qui est généralement défini par son épaisseur. Inférieur à 1 micron, on parlera de film mince. Supérieur à 1 micron, on parlera de film épais. Alors, en termes d'applications, il y a énormément d'applications qui existent par rapport à l'étude et à l'utilisation de ces films minces. J'en citerai 2 ici, donc dans le domaine des nanotechnologies, pour apporter des propriétés photocatalytiques ou auto-nettoyantes à ces substrats, ou encore dans le domaine des semi-conducteurs. Vous imaginez bien l'ampleur de ce domaine d'application qui sont les semi-conducteurs. Donc, globalement, on a un large éventail d'applications disponibles et de nombreux domaines de recherche qui sont liés à l'étude et l'utilisation de ces films minces. Alors, pour donner un exemple concret, j'ai pris quelque chose que tout le monde connaît, donc les verres de lunettes. Donc, sur cette lentille, on va venir déposer successivement des films minces pour donner de nouvelles propriétés aux matériaux de base, en commençant dans ce cas-ci par une couche d'accroche, et en déposant d'autres films minces, des revêtements durs, anti-reflets, super hydrophobes, et on terminera avec une couche de finition. Donc, cette lentille, c'est bien plus que des effets optiques. On va pouvoir conférer de nouvelles propriétés à ce matériau. Par exemple, ici, des propriétés anti-buée à l'aide de films super hydrophobes. Alors, petit lien avec mes lunettes, je viens de changer de lunettes. Je pensais avoir pris un modèle 100% homme, apparemment c'est un modèle 100% mixte. Voilà, la petite anecdote. Alors, comment finalement on synthétise ces films minces? Il y a beaucoup de méthodes qui existent actuellement, et je vais me focaliser sur les méthodes en phase gazeuse, et plus particulièrement les méthodes PVD, dépôt physique en phase vapeur. Et dans cet ensemble de méthodes, il existe des technologies basées sur l'utilisation d'un plasma. Et ces méthodes offrent de nombreux avantages, et je vais en citer une seule ici. C'est un procédé qui est respectueux dans l'environnement. Je pense que c'est important de le mentionner. On va éviter l'utilisation de produits chimiques, de solvants, etc. grâce à ces technologies plasma. Alors, finalement, c'est quoi le plasma? Généralement, on va définir le plasma comme étant le 4e état de la matière. Donc, c'est une définition qui est légère, mais qui est suffisante pour introduire le concept. Et les plasmas sont présents dans la nature. Ils se produisent naturellement dans l'espace. Le Soleil, c'est le meilleur exemple, mais rarement à la surface de la Terre. Je citerai 2 exemples. La foudre et les aurores boréales sont des exemples de plasma naturel. Si je me focalise un peu sur l'impact de foudre, et justement combien de temps prend un impact de foudre, eh bien on arrive approximativement à 200 millisecondes, donc 0,2 secondes. Pourquoi je mentionne ça? Ça me permet de mettre en relation avec les phénomènes que je vais décrire plus loin dans cette présentation, qui sont d'un ordre de la microseconde, donc ça veut dire 100 000 fois plus court que l'impact de la foudre. Alors ces plasmas peuvent aussi être produits en laboratoire. Vous voyez ici une image de l'enceinte sous vide que l'on utilise à la Haute École en Hainaut pour le moment, et qui offre une remarquable diversité d'applications et qui peut être exploitée. Notamment le principe de pulvérisation qui consiste en ceci. Donc on va utiliser une enceinte sous vide, on va pomper l'air à l'intérieur, on va injecter un gaz plasmagène à l'intérieur de l'enceinte et on va fournir de l'énergie à ce gaz à l'aide d'une source d'énergie électrique. Le gaz s'ionise, se transforme en plasma. Les ions sont propulsés, sont accélérés vers la cible à l'aide du potentiel négatif, provoquent un bombardement de la cible, l'éjection de particules, et les particules viennent se condenser sur l'ensemble des surfaces de l'enceinte et notamment sur le matériau que l'on souhaite recouvrir. Ça, c'est donc le principe de pulvérisation cathodique. Alors, je pense que ça peut être intéressant de faire un peu d'histoire, d'observer un peu la ligne du temps de la pulvérisation cathodique. Depuis les premières expériences dans les années 1850
périodique, eh bien, il y a eu énormément de travail qui a été réalisé d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue technologique. Et notamment, dans les années 1930, on a l'émergence de la pulvérisation magnétron. Donc, c'est quoi cette pulvérisation magnétron? C'est relativement simple. On va venir ajouter en dessous de la cible des aimants. Les aimants vont produire un champ magnétique, et ce champ magnétique va pouvoir confiner les électrons aux abords de la cathode, et donc augmenter le taux d'ionisation du plasma pour, in fine, augmenter la vitesse de dépôt vers le substrat que l'on souhaite recouvrir. Alors, si on regarde un peu le marché de cette pulvérisation magnétron, clairement, il a une grosse augmentation depuis les années 1960 pour aujourd'hui représenter plusieurs dizaines de milliards de dollars par année. Donc je pense que c'est intéressant de s'intéresser un tout petit peu à cette technologie et voir s'il est possible d'améliorer encore. Alors, malheureusement, il y a une problématique générale dans ce principe de pulvérisation magnétron, c'est l'émergence d'arcs électriques sur la surface de la cible. Il y a une très bonne étude ici de Tucker en 2017 qui nous permet de visualiser, j'espère que vous le voyez bien, des événements d'arcs électriques survenant sur la cible. Alors, c'est quoi le problème? Ces arcs ils viennent engendrer donc, la création de micro-gouttelettes qui vont venir se déposer sur la surface du substrat. Et donc, vous voyez une surface plus ou moins lisse à gauche sans les arcs électriques. Et à partir du moment où je génère les arcs électriques, eh bien, on vient dégrader clairement la surface du film mince que l'on vient de déposer, et donc, in fine, les qualités que l'on souhaite obtenir. Alors, il y a un autre élément qui est très important quand on parle de pulvérisation magnétron, c'est la source plasma. Autrement dit, le mode de polarisation de la cathode. Globalement, il existe différents modes. On parlera de mode DCMS quand on utilise une tension continue, ou alors un régime impulsionnel. On parlera de régime ITUNS dans ce cas-ci. Alors, dans le cadre du projet Plasmagène, on a réalisé nous-mêmes un module qui nous permet de générer ces deux modes de pulvérisation à l'aide de deux transistors dans ce cas. Alors, le challenge de ce projet, c'est réduire le temps de la phase d'arc avec un temps inférieur à 1 microseconde dans ce cas. Pour donner un point de comparaison sur les alimentations électriques industrielles qui existent sur le marché aujourd'hui, on vous donne des chiffres, 2, 3 microsecondes, voire 20 microsecondes pour les moins performantes, mais on ne sait pas de quoi on parle. Donc je vais en parler juste après. Alors, il y a quand même une question fondamentale qu'on peut se poser, c'est finalement comment détecter un arc. Alors on va envisager deux stratégies. La première stratégie, c'est de visualiser, de mesurer la tension aux bornes du transistor. Vous voyez ici un courant normal, entre guillemets, classique, dans un régime impulsionnel en noir, dû à la résistance de votre transistor interne du transistor, vous avez par la loi d'Ohm une augmentation de la tension à ces bornes. Il suffit de considérer à partir d'un certain seuil, c'est trop élevé comme courant, je vais considérer que c'est un arc. Première stratégie. Deuxième stratégie, on va mesurer le courant que l'on fournit au plasma. Vous avez le courant en noir ici, et en cas d'arc, on va voir ici une augmentation très abrupte de ce courant. Encore une fois, il suffit de définir un seuil à partir duquel on va considérer qu'on a affaire à un arc dans ce cas. Donc on va étudier ces deux stratégies ici dans le cadre du projet Plasmagène. Alors vous voyez ici un événement d'arc, on a une croissance normale du courant et puis on a un arc qui apparaît. Cet arc il est limité dans ce cas uniquement par une résistance en série dans le circuit. Vous voyez le niveau de courant qu'on atteint, moins 300 ampères, c'est quand même un courant très important et sans la résistance, on peut facilement atteindre 1000 voire plus au niveau 1000 ampères au niveau du courant. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez détruire votre composant électrique. Donc ça, c'est absolument à éviter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va activer le système de management d'arc qu'on vient de créer. Vous voyez un peu le résultat de ce dispositif. On a le courant normal et à partir de ce moment-là, on a un arc qui est généré. On doit le détecter dans un temps extrêmement rapide. Et ça me permet de définir justement deux nouveaux paramètres dans cette étude, qui est le temps de réaction et le temps d'extinction. Le temps de réaction, c'est le temps à partir duquel le courant d'arc s'initie jusqu'à sa valeur maximale, et le temps d'extinction,
le temps que prend le dispositif pour éteindre le courant. Il revient jusqu'à 0. Alors, voyons les résultats de notre dispositif que nous avons développé dans le cadre du projet PlasmaGen. Nous avons notre plasma magnétron qui est généré, un arc survient. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ici on le mesure par rapport à la tension au bord du transistor. Qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on doit agir? La première possibilité et la plus facile, c'est d'agir sur la commande des transistors. On lui dit au transistor, arrête le courant qui te traverse pour éteindre l'arc. Voici les résultats. Vous voyez ici donc un temps de réaction, le RT, qui est d'environ 1 microseconde, et vous avez le temps d'extinction qui est de l'ordre de 3 microsecondes en utilisant cette stratégie d'extinction de l'arc. Et on obtient ici un surcourant d'environ 100 ampères dans ce cas-ci. Prenons une deuxième stratégie. J'ai un arc qui survient. Encore une fois, je visualise la tension au bord du transistor. Qu'est-ce que je fais? J'agis sur la commande du transistor. Et en plus de ça, je viens activer un transistor supplémentaire secondaire pour évacuer le surplus de courant directement vers la tête. Alors, est-ce que c'est plus efficace ou est-ce que c'est moins efficace? Regardons le temps de réaction du système, environ 1 microseconde. Au niveau du temps d'extinction, on est beaucoup plus lent par rapport à la possibilité précédente. On est environ à 7 microsecondes dans ce cas-là. Par contre, on a une amélioration du surcourant. On perd à peu près 10% du surcourant dans ce cas-là. Alors, par rapport à la méthode de mesure du courant, la deuxième stratégie, on va pouvoir obtenir ce genre de résultats, mais quand même des résultats moins bons. Donc, gardons à l'esprit cette première stratégie qui est absolument assez efficace. Donc, j'en arrive déjà à ma conclusion. C'est trop lent, c'est trop court. Donc, en termes de conclusion, je pense qu'on peut prendre 2 points. Le premier point, c'est qu'on on a réussi à générer un circuit d'extinction d'arc qui est basé sur la surveillance de la tension du transistor, qui a été mis en œuvre avec succès dans une source de plasma impulsionnel de type IBIMS. Donc ça, c'est déjà un très très bon résultat. Et deuxième conclusion, je pense qu'on peut dire que la stratégie de suppression d'arc par le monitoring de la tension du transistor semble la plus adéquate. Pourquoi? Parce qu'on a une facilité de mise en œuvre. On n'utilise pas un transistor secondaire et un système de mesure de courant supplémentaire, ça c'est une première chose, et on a de bonnes performances du dispositif à moindre coût, en ayant un temps de réaction de l'ordre de la microseconde, qui était à peu près l'objectif du projet. Voilà. Merci pour votre attention.